pour que je voyage. Bonjour à toutes et à tous, au micro Mohamedou Oumfa pour vous présenter Le Monde aujourd'hui, édition matinale du lundi 30 décembre 2024. Voici le sommaire. Décès hier dimanche de l'ancien président américain Jimmy Carter à l'âge de 100 ans, le président Joe Biden décrète une journée de deuil national le 9 janvier. C'est un président qui est un peu méconnu par rapport à ce qu'il a fait, mais son bilan montre que c'était quelqu'un qui visiblement était très intéressé à la politique extérieure. Retour sur la vie et l'œuvre du 39e président américain avec l'historien Mohamed Mbodj. Les Tchadiens se sont rendus aux urnes hier dimanche pour des élections législatives, provinciales et locales, des scrutins marqués par une faible participation selon les premiers chiffres de l'Agence nationale de gestion des élections. Au Soudan, le gouvernement rejette un rapport soutenu par les Nations Unies selon lequel la famine s'est propagée dans 5 régions de ce pays en guerre. Le crash d'un avion de ligne en Corée du Sud fait 179 morts. 2 membres de l'équipage survivent à la pire catastrophe aérienne de l'histoire du pays. Dans une dizaine de minutes, les nouvelles économiques avec John Lindon et les sports présentés par Élisée Oungpatine. Mais pour commencer, voici le journal. Ici aux États-Unis, l'ancien président Jimmy Carter, lauréat du prix Nobel de la paix, qui a dirigé la nation de 1977 à 1981, est décédé à l'âge de 100 ans. L'annonce a été faite dimanche par sa fondation, Abdourahmane Dia. Jimmy Carter était en soins palliatifs depuis la mi-février 2023 à son domicile de Plains, en Géorgie, la même petite ville où il est né et où il a dirigé une exploitation de cacahuètes avant de devenir gouverneur de l'État des pêches et de se présenter à la Maison-Blanche. Il est décédé paisiblement à son domicile de Plains, entouré de sa famille, a indiqué le centre Carter dans un communiqué. « Mon père était un héros, non seulement pour moi, mais aussi pour tous ceux qui croient en la paix, aux droits de l'homme et à l'amour désintéressé », a déclaré Chip Carter, le fils de l'ancien président, dans le communiqué. Au cours de son unique mandat, Carter a mis l'accent sur les droits de l'homme et la justice sociale. Il a connu 2 premières années fastes au cours desquelles il a notamment négocié un accord de paix entre Israël et l'Égypte, connu sous le nom d'accord des Camps David. Jimmy Carter était l'ancien dirigeant américain le plus âgé et le président ayant vécu le plus longtemps dans le pays, une issue qui semblait improbable en 2015 lorsque le démocrate du Sud a révélé qu'il était atteint d'un cancer du cerveau. Les États-Unis observeront le 9 janvier une journée de deuil national en l'honneur de l'ex-président Jimmy Carter, a annoncé la Maison-Blanche. J'appelle le peuple américain à se rassembler ce jour-là dans leurs lieux de culte respectifs afin de rendre hommage à la mémoire du président James Earl Carter Jr. J'invite ceux qui dans le monde partagent notre peine à se joindre à nous dans cette commémoration solennelle, a déclaré le président sortant Joe Biden dans un décret mis en ligne dimanche soir. Nous revenons sur la vie et l'œuvre de Jimmy Carter dans une dizaine de minutes avec l'historien Mohamed Mbodj. Au Sénégal, les électeurs étaient appelés hier aux urnes pour les élections législatives, provinciales et locales. La participation s'est avérée faible avec un taux national de 52% selon les chiffres de l'Agence nationale de gestion des élections. Les précisions avec Rosine Mounezero. Le vote s'est déroulé dans 26 617 bureaux de vote à travers le pays, en présence d'une centaine d'observateurs étrangers et de représentants des partis politiques. Comme le veut la tradition, nomades, policiers et militaires ont voté dès samedi, avec plus de 72% de votes exprimés dans l'armée et plus de 54% pour la population nomade, selon l'Ange. L'opposition a refusé de participer à ce scrutin présenté par le régime du maréchal Mahamat Idriss Déby Itno comme la dernière étape de la transition ouverte par le putsch qui l'a porté au pouvoir en avril 2021 après la mort de son père, avant une légitimation par les urnes en mai dernier. De son côté, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno avait appelé sur sa page Facebook tous ses compatriotes inscrits sur la liste électorale à sortir massivement pour voter. Ce scrutin intervient dans un contexte géopolitique mouvant avec le retrait en cours de l'armée française après la rupture d'un accord de coopération militaire remontant à la fin de la colonisation. Les dernières législatives remontent à 2011. Il s'agissait bel et bien des élections au Tchad et nous revenons davantage sur cette actualité avec notre correspondant en N'Djamena dans la partie magazine.
Au moins 66 personnes sont mortes à la suite d'un accident de la route dans le sud de l'Éthiopie, a annoncé dimanche l'autorité sanitaire locale. Le bureau de la santé de l'État de Sidama a déclaré qu'un accident de la route avait coûté la vie à 66 personnes jusqu'à présent, sans donner plus de détails. Il a ajouté que 4 personnes étaient soignées à l'hôpital général de Bona. Le bureau a exprimé ses condoléances aux victimes de l'accident et a déclaré que plus d'amples informations seraient communiquées dès qu'il les recevrait. La région de Sidama est située à environ 300 km au sud de la capitale, Addis Abeba. Au Soudan, le gouvernement a rejeté dimanche un rapport soutenu par les Nations Unies, un rapport qui détermine que la famine s'est propagée dans 5 régions de ce pays déchiré par la guerre. Jean-Roger Bion. Dans son dernier rapport publié mardi, le système de classification intégrée de la sécurité alimentaire utilisé par les agences de l'ONU a fait savoir que 638 000 personnes étaient désormais confrontées à des niveaux de faim catastrophiques et que 8,1 millions de personnes supplémentaires étaient au bord de la famine. Lors d'une conférence de presse à Port-Soudan, la commissaire du gouvernement pour l'aide humanitaire Salwa Adam Benia a qualifié de pure invention les rumeurs de famine au Soudan, selon l'agence de presse officielle. Madame Adam Benia a accusé certaines agences d'aide d'utiliser la nourriture comme prétexte pour faire avancer leurs objectifs. Auparavant, un communiqué du ministère soudanais des Affaires étrangères avait indiqué que le gouvernement rejetait catégoriquement le terme de famine utilisé par l'IPC. Le gouvernement soudanais a été accusé à plusieurs reprises d'entraver les efforts internationaux visant à évaluer la situation alimentaire dans ce pays, ravagé par 20 mois de combat entre l'armée soudanaise et les paramilitaires des forces de soutien rapide qui ont conduit à une terrible crise humanitaire. VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. En Corée du Sud, le crash d'un avion de ligne à son atterrissage, vraisemblablement après une collision avec des oiseaux, a fait 179 morts dimanche. 2 membres de l'équipage ont miraculeusement survécu à cette catastrophe aérienne, la pire de l'histoire du pays. Eric Manirakiza. Tous les occupants de ce vol de la compagnie sud-coréenne low cost Jeju Air ont été tués, sauf ces 2 membres de l'équipage qui ont été hospitalisés à Séoul, a rapporté l'agence de presse Yonhap. Selon le ministère des Territoires, la tour de contrôle a averti l'équipage du vol d'une collision avec des oiseaux. Le pilote a émis un message d'alerte avant de s'écraser 2 minutes plus tard en tentant de s'opposer. Les passagers ont été éjectés de l'avion lors de la collision avec une barrière, ce qui leur a laissé peu de chances de survivre, a déclaré un responsable local des pompiers. Sur les 179 morts, 65 ont été identifiés, ont indiqué les pompiers, précisant que les prélèvements ADN étaient en cours. Chef de l'État par intérim nommé vendredi dans un pays secoué par une grave crise politique, Cho In-sang-mok a présidé une réunion d'urgence du gouvernement et s'est rendu dans l'après-midi à Muan. Plusieurs dirigeants du monde entier ont transmis leurs condoléances à la Corée du Sud et le président américain Joe Biden se dit prêt à fournir toute l'assistance nécessaire. L'organisation d'élections en Syrie pourrait nécessiter jusqu'à 4 ans, a déclaré dimanche le nouveau dirigeant du pays, Ahmed al-Shareh, lors d'un entretien avec la chaîne saoudienne Al Arabiya. Le processus électoral pourrait prendre 4 ans, a affirmé le chef du groupe islamiste qui dirige la coalition ayant renversé Bachar al-Assad le 8 décembre. Il a ajouté qu'il serait nécessaire de réécrire la constitution, une tâche qui pourrait prendre 2 ou 3 ans selon lui. Toujours en Syrie, près de 300 personnes ont été arrêtées en quelques jours par les forces de sécurité des nouvelles autorités. Ces arrestations ont lieu dans le cadre d'opérations de sécurité contre les milices de Bachar al-Assad. Nani Talani. Les forces de sécurité du nouveau pouvoir installées par des rebelles islamistes ont lancé jeudi une vaste opération contre les milices de Bachar al-Assad. En moins d'une semaine, près de 300 personnes ont été interpellées à Damas et sa banlieue, a indiqué dimanche Rami Abdelrahman, directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Parmi les interpellés figurent des informateurs des anciens services de sécurité du régime, des hommes armés fidèles au régime et pro-iranien, des militaires et des officiers de grade inférieur dont il est avéré qu'ils ont commis des meurtres et des actes de torture,
a assuré M. Abdelrahman, dont l'organisation dispose d'un vaste réseau de sources à travers la Syrie. La campagne est toujours en cours, mais aucune personnalité notoire n'a été interpellée, a dit M. Rahman, à l'exception du général Mohamed Kanjo Hassan, chef de la justice militaire sous Bachar al-Assad. Les arrestations des forces de sécurité se déroulent avec la coopération des populations locales, selon le directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, âgé de 75 ans, a subi avec succès une ablation de la prostate dimanche et va bien, selon l'hôpital qui le soigne. Le premier ministre s'est réveillé de l'anesthésie et va bien. Il a été transféré dans l'unité de réveil et restera sous observation dans les prochains jours, a déclaré le centre médical Hadassah dans un communiqué. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. À présent, les dernières nouvelles économiques en Afrique et ailleurs. La Minute Éco, c'est avec John Lindon. L'État du Sénégal, par le biais de son trésor public, a obtenu auprès des investisseurs opérant au niveau du marché financier de l'UEMOA, l'Union monétaire ouest-africaine, un montant d'environ 165 milliards de francs CFA. Ce financement, selon Financial Afrique, a été obtenu à la suite d'une émission d'adjudication ciblée de bons assimilables du trésor de maturité 364 jours. Africa Airlines, compagnie aérienne régionale basée au Congo, poursuit son expansion en Afrique centrale. Le transporteur a inauguré le 24 décembre dernier une nouvelle liaison entre Brazzaville et Bangui. Selon le site ecomatin.net, des vols réguliers visant à renforcer la connectivité entre les deux pays et à stimuler les échanges économiques seront désormais donnés pour VOA Afrique. Et maintenant, l'actualité sportive, c'est avec Élisée Ongpatine. Salut Élisée. Bonjour Mohamedou et bonjour à tous. On va parler essentiellement de football avec les qualifications pour le prochain championnat d'Afrique des Nations et l'exploit de la Mauritanie qui élimine le Mali. Oui, c'était ce dimanche à Bamako où les Mourabitounes ont pu garder leur petite et précieuse avance d'1-0 du match aller face à des aigles qui n'ont jamais trouvé le cadre. Score final, 0 but partout, suffisant pour donner le sourire aux Mauritaniens. La grimace en revanche pour les Maliens qui ne verront pas la compétition pour la 3e fois en 8 éditions. Pas de mauvaise surprise pour Madagascar qui a éliminé les Swatini malgré sa défaite 1-0 à domicile. Les Malgaches ont déjà fait le plus difficile en s'imposant 2-0 à l'aller. Le Congo-Brazzaville verra aussi ce tournoi réservé aux joueurs évoluant dans le championnat de leur pays après avoir battu la Guinée équatoriale sur la marque de 2-1. Le champion en titre, lui, sera bel et bien là pour défendre sa couronne. Tenu en échec, 1 but partout par le Libéria à l'aller, le Sénégal n'a pas fait dans le détail au retour en s'imposant 3-0. Qualification également de la RDC, victorieuse 3-1 du Tchad, tout comme le Niger qui a écarté le Togo. Après son nul 1-1 à Lomé, le Ménan s'est qualifié en faisant un nul vierge à Bamako. Pour le reste des qualifiés, on peut noter la Guinée, la Zambie, le Soudan, le Rwanda et l'Angola qui participeront tous en février prochain à ce CHAN. En revanche, le Cameroun a fait une sortie de piste. Vainqueur 1-0 lors du premier match, les Lions indomptables locaux ont été renversés à domicile par les Fauves de Bazou-Bangui. Score 2-1. Grâce à ce but supplémentaire inscrit à l'extérieur, la Centrafrique réalise l'exploit de se qualifier pour la première fois de son histoire au CHAN. Un moment historique pour son sélectionneur Sébastien Ngato. On dédie cette victoire au peuple centrafricain. C'est un groupe que je suis là depuis, avec eux, je travaille depuis 2021 avec eux. Parmi cette équipe que j'ai emmenée, il y a 3 qui sont des jeunes que j'ai suivis depuis quand en Mauritanie. Et en 2023, c'est en Égypte. Et on continue de parfaire ce travail-là pour arriver à ce niveau. Sébastien Ngato, sélectionneur de l'équipe locale de la Centrafrique. Cruelle élimination aussi pour la Côte d'Ivoire, battue au tir au but par le Burkina Faso. Malgré leur victoire de 2-0 à Abidjan, les éléphants à prime 3e du tournoi en 2016 n'ont pas su garder cette avance en s'inclinant sur le même score à Bamako avant de s'incliner 4-2 lors de la séance des tirs au but. Pas de CHAN non plus pour le Ghana, dont le football traverse des moments difficiles. Les Black Stars défaits 3-1 par le Nigeria après le nul 0-0 du match aller. Merci Élisée.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique. Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Mohamedou Oumfa, toujours avec vous. Maintenant, la partie magazine. Ici aux États-Unis, l'ancien président américain et prix Nobel de la paix, Jimmy Carter, est décédé dimanche à 100 ans chez lui à Plains, en Géorgie. Sénateur puis gouverneur de cet État du Sud, Carter a dirigé les États-Unis pendant un seul mandat, de 1977 à 1981. Que retenir de son héritage politique? Timothée Denamay a interrogé à ce propos le professeur Mohamed Mbodj du Manhattanville University à New York. Pour les Américains, d'une manière générale, ils se souviennent peut-être de ses bienfaits, de ses actions humanitaires. Une plus vieille génération va se souvenir de ce qu'ils ont appelé la faiblesse des Américains, en particulier devant l'histoire des otages en Iran. Pour les acteurs de la géopolitique, les spécialistes, c'est un personnage qui peut-être plus qu'aucun autre président américain a pesé sur la politique internationale, en particulier en Afghanistan, au Moyen-Orient avec la crise iranienne, en Afrique australe avec la solution à l'indépendance du Zimbabwe. Donc c'est un président qui peut-être est un peu méconnu par rapport à ce qu'il a fait, mais son bilan montre que c'était quelqu'un qui visiblement était très intéressé à la politique extérieure et a été beaucoup plus actif que beaucoup de ses prédécesseurs et beaucoup de ses successeurs. L'un des temps forts de son mandat aura été de persuader Israël et l'Égypte à faire la paix. Oui, là aussi, effectivement, j'oubliais cette victoire magnifique de sa diplomatie. Une diplomatie, imaginons, persuader l'Égypte et Israël, des pays dirigés à l'époque d'ailleurs par des militaires qui eux-mêmes s'étaient affrontés sur le champ de bataille. En Afrique australe, convaincre la signature des accords de Lancaster et persuader donc les guérilleros gauchistes en Afrique australe de patienter et de ne pas basculer tout à fait et entièrement dans l'orbite de l'Union soviétique par l'intermédiaire de Cuba. Oui, certainement, il a eu des victoires sur le plan donc, de la politique étrangère et évidemment aussi arrêter l'intervention soviétique en Afghanistan en créant donc et en supportant les talibans qui sont toujours au devant de l'actualité. Le président Carter, qui a été récompensé par le prix Nobel de la paix de 2002 pour ses efforts en faveur des droits de l'homme et de la démocratie à travers le monde. Oui, non seulement donc il a créé donc cette paix, même si elle tient encore, mais on peut dire qu'elle n'a pas été achevée totalement entre l'Égypte et Israël. Il a fait le forcing pour créer des observatoires de la démocratie, pour financer des instituts pour la démocratisation de l'Afrique, ce qui fait que lorsque la plupart des pays, en particulier en Afrique, ont perdu un tout petit peu le soutien de l'Union soviétique avec la fin de la guerre froide. Donc les instituts, les institutions, les hommes entraînés par Carter ont pris le devant et ont, dans beaucoup de pays africains, effectivement, mené ce combat pour la démocratie. Et donc, la reconnaissance par ce prix Nobel, effectivement, est une récompense bien méritée dans cette perspective. C'était le professeur Mohamed Mbodj du Manhattanville University à New York. This is the voice of America. Washington, D.C. Allons maintenant au Tchad où quelques 8 millions d'électeurs ont voté dimanche aux élections législatives, provinciales et locales. Ces élections ont été marquées par une faible participation et des soupçons de fraude de l'opposition qui avait appelé à boycotter le scrutin. Les médias privés font aussi blackout parce qu'ils n'ont pas reçu la subvention annuelle prévue par l'État tchadien. Les précisions de notre correspondant à N'Djamena, André Kotmadingar.
Il était 8 heures, heure locale. Nous sommes devant le domicile du délégué du quartier Abena, situé dans la commune du 7e arrondissement. Ici, le bulletin du parti Al-Wassat qui a présenté 3 candidats aux législatives pour le compte de cette commune ne figure pas parmi les 24 candidatures pourtant retenues par les instances chargées d'organiser ces élections. Un agent de l'Agence nationale de gestion des élections tente désespérément de calmer la situation. Mais le bulletin qui manque là, qu'est-ce que vous allez faire? Je les ai dit seulement. L'une des victimes, Alain Jimton, est par ailleurs secrétaire général du parti Al-Wassat, informe au micro de VOA Afrique qu'ils ont dû faire beaucoup de gymnastique pour que leur candidature soit retenue sur la liste définitive. Au niveau de 7e arrondissement, il y a 617 bureaux de vote. Et c'est à 11h que nos bulletins là sont arrivés dans ces bureaux de vote-là. C'est depuis le début, ça ne date pas d'aujourd'hui. Du début, on avait déposé 3 requêtes. Et aujourd'hui, on n'a pas encore vu nos noms. Qu'on annule cette élection-là dans le 7e arrondissement et surtout les législatives. Quelques électeurs refusent d'accomplir leur devoir civique. Même ceux qui ont pu voter ne croient pas à la crédibilité de ces élections. Voter dans ce pays, ça vaut rien parce qu'on sait d'avance que toutes les choses sont déjà mises au pied. Donc, inutile de se déranger même, quoi. Nous avons voté les présidentielles, tout le monde. À l'intérieur comme à l'extérieur connaissait les résultats. Et puis ils ont arraché notre victoire là de force. Donc je crois que à l'avenir je ne voterai peut-être plus jamais dans ma vie, quoi. Sauf s'il y a changement. Mais à l'heure actuelle là, je ne vote pas sous ce régime. Je viens de voter, je suis content d'avoir voté. Maintenant, est-ce que la transparence va être observé, ça on laisse le doute là encore comme ça, tel que là où je viens de voter, ils n'ont pas encore la liste des électeurs. Ces élections se déroulent sans les médias indépendants. Le regroupement de ces médias refuse de couvrir ce scrutin parce qu'ils n'ont pas eu de la subvention annuelle pourtant prévue par la loi. Mekondo Souni est le président de l'Union des radios privées du Tchad. La presse privée travaille énormément pour conscientiser la population. Et depuis lors, l'aide à la presse même ne tombe pas. Ils ont subventionné les partis politiques pour faire leur campagne. Donc nous protestons contre cette façon de faire. C'est dans des conditions difficiles que les presses privées travaillent. Hassan Sila Bakari, ancien ministre de la Communication et chef de mission du MPS parti au pouvoir, déplore cette situation. C'est bien dommage que la presse privée ne puisse pas couvrir une partie de la presse privée. Elle est dans son droit de réclamer des choses, mais en même temps, elle n'a pas le droit de priver ses téléspectateurs, ses auditeurs, ses lecteurs d'un événement comme celui-ci. Je comprends bien leur situation, mais j'aurais souhaité que mes amis de la presse mettent de l'eau dans leur vin et qu'ils couvrent cet événement parce que c'est couvrir l'histoire. C'est dommage, ils sont dans leurs droits. J'espère que très vite, cela va être résolu. Le principal enjeu de ces élections sera le taux de participation, puisque dans quelques bureaux de vote que nous avons visités, il y a manque d'engouement chez les électeurs. André Kodoumadjingar N'Djamena pour VOA Afrique. VOA Afrique, N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad. Au Cameroun, l'exécution des projets de développement en 2024 n'est pas satisfaisante. C'est un avis partagé par la plupart des autorités administratives, les élus locaux et les citoyens. Le réseau routier est principalement concerné par ce constat. De Yaoundé, la correspondance d'Emmanuel Jultap. Certains cadres du parti au pouvoir redoutent un vote sanction lors de la prochaine élection présidentielle à cause du faible rendement dans l'exécution des projets de développement. Lors d'une intervention au Sénat, le sénateur Mbaba Grégoire a évoqué le cas de la route entre Edea et la ville portuaire de Kribi dans la région du Sud. La route Kribi-Edea, où le chef de l'État a logé le port en eau profonde de Kribi, qui est un grand pourvoyeur de fonds dans le budget du Cameroun, 23 milliards de francs par mois. Cette route est abandonnée. Nous les militants, nous sommes à la veille d'une grande bataille. Ça nous empêche de convaincre nos populations de voter pour notre champion en disant mais si vous êtes incapable de fermer les nids de poules, qu'est-ce que vous pouvez bien faire d'eux? Alors que ces 9 dernières années, la région de l'Adamawa a toujours occupé le premier rang en termes d'exécution des projets de développement, en 2024, certains projets ont connu des fortunes diverses, explique Kildadi Dakieke Boukar,
gouverneur de l'Adamawa. Les adjudicateurs n'ont peut-être pas les outils nécessaires en termes de management, en termes de logistique, pour que les différents projets soient exécutés en temps réel. Par exemple, le barrage de Bini à Warak, c'est un projet qui a des difficultés, mais nous sommes en train, au jour d'aujourd'hui, de permettre que les travaux commencent à ce niveau, afin que le barrage soit réalisé pour apporter plus d'énergie dans notre région. Dans la région du Sud-Ouest, le niveau d'exécution des projets routiers laisse à désirer. Alors qu'on s'enchemine vers la fin d'année, Bernard Okalayi Bilaï, gouverneur de la région du Sud-Ouest, tire la sonnette d'alarme. Nous avons ce problème de voies de communication. Nombreuses entreprises ont reçu des contrats pour exécuter les projets de route. Jusqu'à présent, les résultats ne sont pas satisfaisants. Nous avons fait un état des lieux. Les concernants ont été appelés à l'ordre. Les procédures sont engagées pour que des solutions nous soient proposées pour l'année budgétaire qui commence en janvier. Le gouvernement a admis que l'entretien routier au Cameroun fait face à un problème de couverture budgétaire peu conséquente. Emmanuel Nganou Ndjoumessi, ministre des Travaux publics. Il faut réussir à payer les entreprises et les missions de contrôle qui travaillent, leur accorder les avances de démarrage, payer pour les décomptes des travaux, payer pour les prestations exécutées par les missions de contrôle. Et il n'est de secret pour personne que nous connaissons d'importants retards dans les paiements en raison des difficultés conjoncturelles qui sont les nôtres. La trésorerie n'est pas toujours satisfaisante. Désormais, les nouveaux chantiers ne seront ouverts que si les circonstances l'exigent. Les entreprises du secteur routier auront aussi de l'obligation d'utiliser les ressources disponibles, voire de les recycler afin de diminuer les coûts de la commande. Emmanuel Junta pour VOA Afrique, Yaoundé. Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2. Au Sénégal, l'année 2024 a été marquée par un grand bouleversement, l'élection de Bassirou Diomaye Faye à la présidence de la République, un dénouement inattendu après 3 ans d'une violente crise qui a fait plusieurs dizaines de morts. Retour sur une année chargée d'émotions et de rebondissements avec notre correspondant Wahani Johnson Sambou. Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye. C'est incontestablement l'image de cette année 2024. Le président Bassirou Diomaye Faye qui prête serment comme le 5e président de la République du Sénégal. Devant Dieu. Un scénario impensable quelques mois auparavant. Je jure de remplir fidèlement la charge de président de la République du Sénégal. Cette prestation de serment officialise la fin de 3 ans de crise qui a embrasé le pays et plongé les Sénégalais dans l'incertitude. Une incertitude accentuée par le rejet le 5 janvier de la candidature d'Ousmane Sonko et le report de la date de la présidentielle par le président Macky Sall sur fond de soupçons de corruption contre le Conseil constitutionnel et de polémiques sur la binationalité d'une candidate retenue. Ces conditions troubles pourraient gravement nuire à la crédibilité du scrutin en installant les germes d'un contentieux pré- et post-électoral. Alors qu'il porte encore les stigmates des violences de mars 2021 et de juin 2023, notre pays ne peut se permettre une nouvelle crise. Dans la foulée du report, le président Macky Sall convie les acteurs à un dialogue national pour une révision du processus électoral. Mais alors que les participants s'entendent sur la date du 2 juin, le Conseil constitutionnel exige le respect du calendrier républicain. Il est soutenu par l'opposition radicale et la société civile qui descendent dans la rue pour mettre la pression sur le pouvoir et le chef de l'État, dont le départ est réclamé. Macky Sall doit organiser les élections avant de partir le 2 avril, Inch'Allah. On ne peut pas un report. On veut des élections libres, que le meilleur gagne sur les 20 candidats. Nous ne voulons pas être en dehors de la Constitution. Le respect de la Constitution. Le respect du calendrier républicain. Il n'y aura pas de 3e mandat, il n'y aura pas de prolongement de son mandat. Voilà ce que le peuple dit. Le peuple dit élection par la force. Le peuple dit 2 avril, nous organisons un pot de départ pour le président Macky Sall. Et voilà ce que nous sommes venus marteler ici, crier ici avec tous nos concitoyens.
Face à la pression, le président Macky Sall fixe finalement l'élection au 25 mars et libère Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye à la faveur d'une loi d'amnistie votée par les députés. Le début de la fin du régime Sall qui voit la présidentielle virer à la débâcle. Diomaye Faye est élu avec plus de 54%. Un véritable plébiscite qui mettra du temps à s'effacer des esprits, estime Abdoulaye Mbou, analyste. En si peu de temps, tout a été fait, tout a été orchestré pour véritablement créer les conditions de leur élimination politique. C'est la fin de cette édition. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Mohamedou Oumfa, ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24 heures sur 24, un seul site internet, voaafrique.com. Merci de rester à l'écoute des programmes de VOA Afrique. À très bientôt.